Chapitre 17. Poursuite souterraine. Lucas ouvrant la marche, Patrick la fermant, il progressait dans les ténèbres à l'odeur de terre, dans l'étroit boyau s'enfonçant au cœur de la montagne. Ancienne cheminée volcanique, datant de l'époque où le géant minéral crachait encore lave et fumée, ou faille plus récente, percée dans le grand corps de pierre au long des millénaires, par quelques cours d'eau opiniâtres, Lucas l'ignorait. C'était son père le géologue, pas lui. Ses connaissances, quoique assez encyclopédiques pour son âge, n'allaient pas jusque-là. Pour l'instant, peu lui importait. Tous ses sens tournaient vers l'avant, le halo de clarté froide que projetait sa lampe tirant de l'ombre des parois de roche que l'humidité de quelques sources cachées rendait luisantes. Jusqu'où s'enfonçait ce boyau? Il n'en savait rien. Il espérait qu'il n'y aurait pas de passage trop difficile d'ici à la gare des Courtilières. Il n'était pas particulièrement amateur d'espaces confinés, et l'idée de devoir se faufiler dans un coude à peine plus large que lui ne lui souriait vraiment pas. Il orientait le faisceau de sa lampe vers le sol, afin de déceler les éventuels trous susceptibles de leur tordre les chevilles ou les gouffres qui les auraient précipités jusqu'au fond d'un abîme. Il essayait néanmoins de conserver une partie de son attention tournée vers l'arrière, la présence de Corée dont il percevait le souffle dans son dos, puis celle de Kshan, de Charles et de Patrick. Plus loin, il lui semblait deviner, mais peut-être se faisait-il les idées, les sifflements et caquettements furieux de leurs poursuivants. Rien qu'à la pensée de ces versions sanguinaires de Kshan, qu'il imaginait se chamaillant au-dessus de la grille, il en avait des frissons de terreur. Patrick interrogea, sa voix résonnant étrangement dans cet espace confiné. « Kshan, vous croyez qu'ils peuvent ouvrir cette grille ?» « Elle est verrouillée ?» demanda le Coatli de cette voix précieuse qui, en toute autre circonstance, aurait amusé Lucas. « Non, répondit Patrick avec un geste d'amertume. « Alors j'ai le regret de vous dire que la réponse est oui. Ils ont beau être dévorés par le cuir. Mes pauvres frères possèdent encore un cerveau et des doigts préhensibles, et ils savent s'en servir. Cette grille se trouve entre eux et leur proie. Ils vont donc la soulever et entrer. » Comme pour appuyer ses dires, un bruit de métal frappant du métal, comme celui qu'aurait pu produire une grille en fer se rabattant, se propagea dans le boyau, aussitôt suivi par un sifflement triomphal et un caquettement étrange, semblable à ceux que les chats poussent quand ils guettent les oiseaux. Leur poursuivant était entré. « Continue d'avancer, » lança Patrick depuis l'arrière. « Je m'occupe de ça. » Lucas reporta son attention sur l'avant pour constater que la pente s'était accentuée et que le sol devenait plus glissant. Il en prévint ses compagnons et entreprit de descendre avec précaution. Il n'avait pas fait 20 pas, dérapant de temps à autre, que s'élevait derrière eux, tout proche, un nouveau sifflement, aussitôt suivi d'une détonation assourdissante dans cet espace clos, puis d'une grande agitation et d'une suite de jappements mi-hargneux, mi-plaintifs. Une nouvelle détonation, puis plus rien. Patrick venait de tirer sur un de leurs poursuivants. Ce fut à cet instant précis, alors que, le cœur battant, Lucas avançait encore d'un pas, que son pied ripa sur une surface lisse. Il partit dans une longue glissade, lâchant sa lampe qui tourbillonna devant lui, avant de s'immobiliser contre un bloc de roche qu'il heurta durement et s'y raccrocha tant bien que mal. « Attention, c'est glu !» eut-il à peine le temps d'articuler, avant de recevoir, contre lui, le corps souple et léger de Corée, qui vint le percuter dans un cri étouffé. Il l'étreignit par pur réflexe avant qu'elle ne passe par-dessus le rocher, et se retrouva un instant avec le corps de la jeune fille serré contre le sien, leurs membres emmêlés, sa poitrine, à travers laquelle il sentait palpiter son cœur à coups puissants et rapides, pressée contre la sienne.
De la sentir si proche, comme la veille, quand il l'avait ramenée chez lui, l'aurait, en toute autre circonstance, transportée une fois encore, mais leur situation ne se prêtait guère à ce genre d'émotion. Poursuivi dans ce boyau souterrain par une troupe de dinosaures enragés, il n'y avait guère de place pour la romance, et ce d'autant plus que Corée, qui venait de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, son visage éclairé par le faisceau de sa lampe, prenant une expression dramatique digne d'un film de Fritz Lang, murmura « Lucas ?» C'était la première fois qu'elle prononçait son nom. Il se fit la réflexion qu'il ne l'avait jamais trouvé si beau que dans sa bouche. « Quoi ? Regarde derrière toi. Doucement. » Il fit ce qu'elle ordonnait, et plongea son regard vers l'obscurité qui s'étendait devant eux. Une obscurité qui, sans qu'il sût dire pourquoi, lui sembla plus vaste, plus profonde que celle où il se trouvait jusqu'alors. Il tendit la main, tâtonna, et finit par saisir sa lampe torche dont il braqua le faisceau devant eux, pour dévoiler, à un peu plus de 15 mètres, le même boyau que celui qu'il suivait, s'enfonçant dans une autre paroi. Entre eux et lui s'ouvrait une large fissure, comme si la roche, sous l'action de quelque force tellurique, s'était un jour séparée en deux pour engendrer une crevasse souterraine, juste de l'autre côté de la pierre qui les avait arrêtés. Il pointa sa maglite vers le bas. Le puissant faisceau qui, si on en croyait ce qui était marqué sur la torche elle-même, éclairé à plus de 50 mètres, tira donc des ténèbres autant de parois déchiquetées s'enfonçant dans les profondeurs de la terre avant que l'obscurité n'ait raison de lui. Celui qui tomberait là-dedans n'avait aucune chance d'en réchapper vivant. « Ça va devant ?» La voix de Patrick qui s'impatientait. « Il y a un gouffre !» répondit aussitôt Lucas. « Une faille, enfin, je sais pas comment on dit. »« Merde, c'est bien notre veine. Il y a un moyen de passer ?»« Je sais pas, commença Lucas en braquant le faisceau de sa lampe vers le haut, pour constater que plusieurs pitons, à travers lesquels on avait passé une corde de nylon, se succédaient sur la voûte de la salle, à 1 mètre au-dessus de sa tête. Celui qui les avait précédés, peut-être bien son père, leur père, corrigea-t-il en posant sur Corée un regard tourmenté, avait installé ce cordage afin d'assurer son retour, et n'était jamais revenu. « Il y a une corde, répondit-il, alors que, de l'arrière, lui parvenaient à nouveau, tout proche, les sifflements et horribles caquettements de leurs poursuivants. « Elle est solide ?»« J'en sais rien. Mais teste-la en poté. Je peux pas tout faire tout seul. » À peine Patrick avait-il prononcé ces mots qu'un nouveau sifflement montait juste derrière eux, auquel répondit aussitôt l'aboiement de l'automatique. Lucas, conscient que le temps leur était compté et que Patrick, même si les Coatlis ne pouvaient passer dans le boyau qu'un seul à la fois, ne pourrait les contenir éternellement, se redressa. Il n'était déjà pas fier la nuit dernière, quand il avait dû descendre les 2 étages de la maison, accroché aux lierres, mais traverser ces 15 mètres de vide suspendus à une corde au-dessus d'un abîme invisible, tu ne risques pas d'avoir le vertige puisque tu n'y vois rien. Il allait attraper la corde. Corée le devança. Se relevant d'un geste fluide, elle se saisit du câble, tira 2 fois pour en tester la solidité. Avant qu'il n'ait pu l'arrêter, elle se lança au-dessus du gouffre avec une agilité qu'aurait pu lui envier Tarzan en personne. En quelques secondes, ses jambes fuselées se balançant en rythme pour suivre les mouvements de son corps, elle prenait pied de l'autre côté. Elle le héla. « C'est bon, vous pouvez venir, elle tient. » Lucas, qui n'en revenait toujours pas, maugréa en fixant la svelte silhouette de la jeune fille, qui lui adressait de grands signes, sa chevelure blanche, tel un fanal dans cet univers d'ombre, accrochant la lumière de sa torche en éclats pâles. « Elle tient, ça c'est vite dit. On ne fait pas tout à fait le même poids tous les deux. » Nouveau euphémisme. Il devait mesurer 30 centimètres de plus qu'elle, et presque peser le double. Il hésitait encore quand les sifflements reprirent, plus pressants et mauvais que jamais, lui lançant dans le dos de longs frissons glacés. « Ils reviennent en nombre, dépêchez-vous !» 3 nouvelles détonations, suivies d'un concert hargneux, rendu plus effrayant encore dans cet espace confiné, succédèrent aux paroles de Patrick.
Il fallait y aller. Mais comment faire avec les sacs en ajoutant le poids du sien à son propre poids? De toute manière, il n'avait pas le choix. Passant les hanches sur ses épaules, il assujettit le lourd paquetage sur son dos, priant pour que ses bras ne refusent pas de le porter, ou que les pitons qui arrimaient le filin à la voûte ne lâchent pas. Il se saisit du câble, tira 2 fois, comme l'avait fait Corée, une corde en nylon. Elle ne devait pas avoir souffert de l'humidité ou des parasites, mais depuis combien de temps se trouvait-elle là? Trop tard pour reculer. Derrière lui, après un bruit de glissade, il devina la présence de Charles et de Kshan. Il tendit la lampe à son ami. « Éclaire-moi !» Ce dernier hocha la tête. Saisissant la grande maglite, il la braqua dans sa direction, éclairant les 15 mètres de corde et, de l'autre côté, Corée. Lucas arriva son regard sur elle, sa petite silhouette à la fois svelte et terriblement féminine, son visage de princesse d'ailleurs, ses yeux qui le fixaient avec une sourde inquiétude. Derrière lui, concert de sifflements et de caquettements insupportables semblait monter en puissance, plus proche, plus féroce encore, que ponctuèrent 3 nouvelles détonations. Il se lança, ses mains saisissant la corde le plus loin possible avant que ses jambes ne quittent la corniche. Immédiatement, il sentit son propre poids et celui du sac l'attirer vers le bas. Les muscles de ses bras se tendirent jusqu'à la douleur. Il retint un grognement et crut un instant qu'il allait lâcher et tomber dans le gouffre. Dans un éclair de panique, il envisagea d'essayer de regagner la corniche, mais il ne pouvait pas. Et de toute manière, c'était la mort qui les attendait de ce côté. « Lucas, viens, viens !» La voix de Corée, qui était revenue au tutoiement, une voix qu'il devinait pleine d'angoisse et de crainte. Pour lui, cette pensée réveillait en lui des forces dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Corée. Il ne pouvait abandonner Corée. Peu importe qu'elle soit sa sœur ou pas, il ne pouvait la laisser seule affronter la Telcorp et tous les dangers qui pouvaient la guetter. Il devait l'aider, il devait se montrer à la hauteur de sa princesse de Mars. John Carter ou David Innes, les héros de son enfance, auraient-ils renoncé, eux? Non, certainement pas. Ils ne le feraient pas non plus. Ignorant la douleur, et puisant dans des réserves jusqu'alors insoupçonnées de sa personne, il lança une de ses mains en avant, grimaça quand son autre bras supporta tout le poids combiné de son corps et de son sac, crut un instant que ses muscles allaient se déchirer, et recommença. « Ouais, comme ça, mon pote, c'est bon !» l'exhortait Charles qui le suivait du faisceau de sa lampe. Lucas ne se retourna pas pour lui répondre. Son attention toute braquée sur son but, sa motivation, sa force, cette jeune fille d'un autre monde, aux cheveux de neige, qui l'attendait, tendait ses bras vers lui pour le saisir quand il arriverait, s'il arrivait. Il parvint au milieu du gouffre, les muscles au supplice, les doigts écorchés par la corde, quand la conscience du vide qui s'ouvrait sous ses pieds s'imposa soudain à lui. Son regard se dirigea vers le bas. « Non! N'y pense même pas, continue !» Mais il ne pouvait pas, paralysé à la pensée de ce vide béant qui s'ouvrait juste sous lui, comme une gueule, un vide qui l'attendait, qui l'appelait. Plus de souffrance, plus d'épreuves, plus de manque et de vaines recherches, semblait-il lui promettre. Et en cet instant, alors que la douleur montant de ses bras, de ses mains, de ses épaules, devenait intolérable, il aurait été bien près de céder si... « Lucas, viens, j'ai besoin de toi, ne me laisse pas. » Cette voix, ce léger accent d'ailleurs, Corée. Reportant son regard sur elle, qu'il appelait, le suppliait de la rejoindre. Il repoussa ses doutes, ses pulsions suicidaires et la douleur, força ses bras tétanisés à se mouvoir, ses doigts à se desserrer pour prendre une autre prise, étouffa un nouveau grognement et recommença. 1 fois, 2 fois, 5 et 10. Il sentit les bras de Corée se refermer autour de son torse et le tirer à elle, força une dernière fois, balança ses jambes par-dessus le rebord et prit pied dans le second tunnel au sol duquel il s'effondra, entraînant la jeune fille avec lui. « Bravo, Lucas !» le félicita-t-elle en le tenant serré contre elle. Il se retourna pour trouver ses lèvres à quelques centimètres des siennes, son regard fiévreux. « Merci, murmura-t-il,
incapable de prononcer un mot de plus, les yeux plongés dans l'améthyste étrangère des siens, ces yeux dont la couleur n'avait pas d'équivalent chez un autre être humain à la surface de la terre. Et ce qui y brillait... Lucas! La voix de Charles, pressante, s'arrachant à ce rêve qui respirait à quelques centimètres de lui, à ce paradis aux nuances violines, il se tourna vers le précipice et Charles qui agitait sa torche pour attirer son attention. « Attrape-la !» Lucas avait à peine eu le temps de comprendre ces paroles que la Maglite traversait le gouffre en tournoyant. Il la rattrapa de justesse avant qu'elle ne tombe. « Tu es fou, quoi! J'ai failli la rater !» Patrick lui répondit d'une voix que l'urgence rendait plus tranchante encore. « Grouillez! Je les retiendrai plus longtemps !» Pour ponctuer ces dires, 3 nouvelles détonations résonnèrent dans les profondeurs souterraines, rebondissant en écho dans le puits de ténèbres, accompagnées de 3 éclairs qui tirèrent de l'ombre un cauchemar de gueules dentues et de griffes avides. Sans perdre un instant, Lucas braqua le rayon de sa lampe vers la voûte et la corde pour mieux éclairer le chemin à son ami. Charles, à son tour, s'approcha du bord, ajusta les brides de son sac sur ses épaules, ferma les yeux, prit une grande inspiration, se saisit du filin et imita Lucas. À peine pendait-il au-dessus du vide que Lucas, à l'expression de souffrance de son ami, devina qu'il n'y parviendrait pas. « Vas-y, vas-y, Charles, tu peux y arriver, tu peux !» l'encouragea-t-il. Charles, soutenu par sa voix et celle de Corée, qui se joignit à lui, progressa d'1 mètre, puis de 2, parvenu au milieu de la crevasse, ses forces le trahirent. Il haleta. « C'est trop lourd, j'y arriverai pas !» Lucas sut qu'il avait raison. Charles avait beau avoir presque sa taille, ils n'avaient, tous les deux, en ce qui concernait le physique, pas grand-chose en commun. Charles était bâti tout en longueur. Au lieu des angles et des méplats minéraux de son père, il possédait une douceur presque féminine, héritée de sa mère qui, comme la sienne, était morte des années plus tôt. Lucas avait déjà eu du mal à porter le sac. Charles, qui était à peu près aussi sportif que lui, autant dire pas du tout, n'y parviendrait pas. Il allait assister, impuissant, à la mort de son meilleur ami. « Balance ce sac !» Lucas n'en croyait pas ses oreilles. C'était Patrick qui venait de prononcer ces mots, en répliquant encore à la meute sifflante qui grouillait derrière eux, dans les ténèbres, tout en gueule, en griffes et en crocs. Patrick qui insistait « Balance-le, bon sang, il va t'entraîner !»« Non !» répondit Charles qui, par entêtement ou fierté mal placée, refusait de renoncer. « Ne sois pas idiot, gamin. Tout ce que tu vas gagner, c'est de tomber avec ce sac. Balance-le !» Comme Charles demeurait immobile, Patrick aboya d'une voix terrible. « C'est un ordre !» Charles tressaillit, décrocha une de ses mains, abaissa l'épaule. Une bride glissa. Il se balança dangereusement, le sac à présent suspendu par une seule de ses sangles, pesant de tout son poids. Il étouffa un cri. Il saisit à nouveau la corde, la lâcha de l'autre main, réitéra son geste. La seconde bride glissa trop lentement, mordant sa chair, se prenant dans son blouson, l'attirant, refusant de partir sans lui. Avec un hurlement de rage, il donna un coup d'épaule. Le sac disparut en tournoyant dans l'obscurité insondable de l'abîme. Charles, libéré de son poids, put reprendre sa progression. Quand il fut parvenu à leur portée, Lucas et Corée tendirent les bras, le saisirent et l'aidèrent à prendre pied de leur côté. « Désolé, balbutia-t-il d'une voix hachée, en se laissant tomber au sol. « J'ai pas pu. » 2 nouvelles détonations résonnèrent sous la voûte, ponctuées par un nouveau concert de cris terrifiants. Corée et Lucas se tournèrent vers l'autre corniche, où se trouvaient encore Kshan et Patrick. Lucas, qui se demandait si le théropode pourrait traverser, reçut la réponse de manière magistrale. Kshan bondit, sans même prendre d'élan, ses 2 longues pattes nerveuses se détendant comme des ressorts, le propulsant à travers les airs, droit vers eux. Il avait affirmé à Lucas avoir sauté dans leur salon d'un seul bond. Lucas avait eu du mal à le croire. Maintenant, alors qu'il fendait l'obscurité tel un étrange oiseau de proie, il le croyait. Il n'atteignit pourtant pas leur côté de la faille, mais parvint à moins de 3 mètres, s'accrocha à la corde de ses doigts griffus,
se balança et se propulsa sur la corniche, où il prit pied sans difficulté. Lucas l'aurait presque félicité si une pensée peu rassurante ne l'avait traversé. Si Kshan avait pu le faire, ses frères enragés en seraient capables aussi. Il reporta son attention sur Patrick, demeuré seul de l'autre côté, avec leurs poursuivants. Braquant sa torche dans sa direction, il le découvrit courant vers le rebord, et, sans une hésitation, bondir le plus loin possible, les bras tendus en avant, les jambes moulinant dans le vide. Il retint un cri, sûr que Patrick allait tomber, quand il le vit saisir la corde, s'y accrocher et entreprendre de traverser, comme si le sac, dans son dos, ne pesait rien. Il progressait vite, malgré son fardeau, ses traits figés en un masque aux mâchoires serrées. La raison de sa hâte ne tarda pas à leur apparaître. Sur la corniche, de l'autre côté du gouffre, se bousculait déjà, en un cauchemar d'écailles et de griffes, de gueules sifflantes et écumantes, une dizaine de coatlis dégénérés, cousins monstrueux de Kshan qui se pressaient pour être les premiers à s'approcher de l'abîme et felaient dans leur direction. Alors même que Lucas regardait, l'un d'entre eux, sous le coup de gueule sans pitié d'un de ses congénères, dérapa et tomba par-dessus bord, malgré ses efforts frénétiques pour se rattraper de ses griffes à la roche traîtresse. Il disparut dans l'ombre vorace, comme le sac avant lui. Un autre prit sa place, ses grands yeux déments fixés sur cette proie qui leur échappait. Il bondit, comme l'avait fait Kshan à l'instant même où Patrick arrivait au-dessus de la corniche et se laissait tomber au milieu d'eux. Le monstrueux cousin de leur compagnon s'accrocha lui aussi à la corde, se balança et... La main de Lucas se porta à sa ceinture, saisit le couteau de son père, déplia la lame et, d'un coup, l'abattit sur le câble. Le fil d'acier damassé dont il entretenait le tranchant avec un soin maniaque sectionna sans peine les fibres de nylon. Le poids du dromaeosauridae fit le reste. Il y eut un claquement quand la corde céda et fila entre les anneaux qui la retenaient, attirée par le poids du coatli qui pesait sur elle. Le troudontilé leur lança, avant de disparaître, un regard de pure sauvagerie, et alors même qu'ils chutaient, claqua de la gueule dans leur direction, en un ultime geste de menace. « Bravo, mon neveu !» le félicita Patrick. « Cette fois, maugréa Lucas pour masquer son embarras, j'ai bien cru qu'il t'attrapait. C'est pas de mal avec un cousin nain du vélociraptor va me... » Mais Lucas n'écoutait plus, l'œil tout entier dévolu à ce qu'il franchissait à cet instant l'espace vide de la crevasse, droit sur eux. Ses griffes en faucille tendues vers l'avant, tel un rapace fondant sur sa proie, un des plus grands monstres, traversant la crevasse d'un seul élan, plongeait vers Patrick. Il ouvrit la bouche pour prévenir son oncle et se jetait déjà en avant pour l'écarter de la trajectoire, mais il fut devancé. « Attention !» Une main, celle de Charles, écarta Patrick alors que l'autre, brandissant l'automatique que ce dernier lui avait confié, pressait la détente d'un index qui ne tremblait pas. 5 éclairs, 5 détonations assourdissantes. Le dinosaure, percé de balles, poursuivit sa course et vint frapper la corniche à l'endroit même où Patrick s'était tenu, sa gueule claquant dans le vide à quelques centimètres de ses pieds. « Nom de... » commença Patrick en regardant le cadavre écailleux dont les pattes s'agitaient encore de quelques contractions nerveuses, les longues griffes en faucille raclant la roche. Alors même qu'il observait, un autre s'élança et disparut à son tour, avalé par le gouffre. Les autres, sifflant et dardant leur langue bifide dans leur direction, tournèrent et virèrent mais n'osèrent se lancer. Même enragés comme ils l'étaient, capables de n'importe quoi pour assouvir leur fièvre sanguinaire, ils conservaient un rien d'instinct de survie. Lucas et Patrick se retournèrent pour découvrir Charles, son automatique toujours à bout de bras, fixant le dromaeosauridae foudroyé qu'il venait d'abattre d'un regard halluciné. Patrick posa une main sur son bras et appuya doucement pour lui faire abaisser son arme. « Joli carton, mon gars.
Je t'en dois une. L'instant suivant, tournant le dos au gouffre, il rajustait son sac sur ses épaules et faisait signe à Lucas. Tu reprends la tête, je reste derrière au cas où nos petits copains à Ekaï décideraient de tenter leur chance. S'adressant à Corée et Kshan, qui, baissé vers son congénère mort, avait posé sa main tridactyle sur son corps et semblait siffler une étrange mélopée, il ordonna. Corée, Kshan, on y va. De la gueule du trou dont il diffusa un dernier sifflement, avant qu'ils ne se redressent pour les fixer et leur tendre un petit objet. Qu'est-ce que c'est que cela? Il y avait dans sa voix comme une accusation. Patrick, intrigué, s'approcha pour découvrir, dans la pomme du théropode, un curieux petit appareil de métal. Sur une des faces, deux longues aiguilles auxquelles adhérait encore un peu de chair rouge saillaient de l'engin. « Je peux » demanda-t-il en tendant la main. Kshan, sans un mot, lui confia l'objet. Mais Patrick eut beau l'examiner sous toutes les coutures, rien ne lui permit d'en deviner la fonction. « Vous savez ce que c'est » insista Kshan. « J'en ai aucune idée » répondit Patrick, tout absorbé par l'étude du curieux dispositif. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Sur lui. » D'un long doigt écailleux et griffu, Kshan désigna l'arrière du crâne de son congénère, juste sous les aigrettes. « Ici. » Patrick, soulevant à son tour les plumes épaisses et colorées, découvrit les deux trous où s'étaient enfoncées les aiguilles et d'où s'était écoulé un mince filet de sang. Son regard revint à l'engin de la taille d'une boîte de cigarettes, plat, légèrement renflé vers le centre. Charles, qui s'était approché, hasarda. On dirait une sorte de transmetteur. Patrick hésita. Un transmetteur répéta-t-il. Tu veux dire que ce truc enverrait des informations? Charles hocha la tête. Et en recevrait? Patrick se retourna et balança l'appareil dans le gouffre. Pourquoi avez-vous fait ça? S'offusqua Kshan. Nous aurions dû étudier cet appareillage pour savoir ce qu'il faisait sur... Patrick le coupa. Je sais, Kshan, c'est peut-être important. Mais si c'est effectivement un transmetteur, ça veut dire que ceux qui l'ont placé sur votre congénère peuvent suivre ses déplacements et savoir où il se trouve. Il se tut le temps que ces mots fassent sens pour ses compagnons. Nous l'emportons, c'est nous qui le suivrons. Il ajouta avec un regard appuyé. Et ils sauront où nous attendre. Après un long silence, il fit signe à Lucas de reprendre la tête du groupe. Ce dernier, pressé de mettre le plus de distance possible entre eux et les effroyables congénères de Kshan, qui, là-bas, n'en finissaient plus de siffler leur rage et leur faim inassouvis, ne se fit pas prier. Passant devant Corée, il lui lança un bref regard, comme un nageur aurait pris une grande bouffée d'air avant de plonger, puisant son courage aux traits d'Amazone exotique de la jeune fille. Sa lampe à nouveau braquée devant lui, il s'enfonça dans les ténèbres. Derrière eux, de plus en plus faible, mais lui rappelant à chaque pas qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, résonnaient encore les funestes sifflements et les caquettements de chasse des créatures.